Bonsoir chers amis auditeurs, nous sommes toujours dans une ambiance un peu festive dans cette période de fête de fin d'année, de Noël, du jour de l'an, de Yule. Pardon aux auditeurs qui ont écouté l'émission MZ du jour de l'an, parce que je crois qu'à la fin, j'avais un peu forcé sur le champagne qui était devant moi. Je vous renouvelle à tous mes vœux de bonne année et de bon Noël avec un peu de retard. Je vous accueille ce soir pour une émission un peu spéciale. Je crois que c'est la 46e fréquence Orage d'Acier. Elle aura pour thème ce soir les trolls et les social justice warriors, donc les guerriers de la justice sociale. On va aborder ça tout de suite. D'abord, je présente mes invités. Avec moi ce soir, à ma gauche, Julien, qui nous arrive d'un pays asiatique qui n'est ni le Japon ni Taïwan. Singapour. Qui a été un donateur généreux sur le Tipeee et qui a donc souhaité rencontrer l'équipe, enregistrer cette émission avec nous. Donc on a profité de son passage en France pour pouvoir caler ce rendez-vous. Donc c'est un plaisir de rencontrer Julien, comme ce sera un plaisir de rencontrer certains d'entre vous qui voudront faire cette démarche de nous rencontrer. Donc rendez-vous sur notre page Tipeee. Je suis avec Julien également, Julien Dodéa, Julien Lebel. Bonsoir. Avec Mathieu. Bonsoir. Mathieu qui se fait trop rare au micro de Fréquence Orage d'Acier. Je suis avec un invité de marque aussi, Lucien Cerise, avec qui nous avions enregistré la précédente émission sur la permaculture. Ça me fait bien plaisir de te revoir, Lucien. Oui, merci pour l'invitation, de même. Et avec Adrien Charvet, qui n'a rien à dire sur les social justice warriors, qui va nous quitter dans pas longtemps, mais enfin, il nous fait le plaisir d'être avec nous. Et Morgane, qui est là, aussi invité silencieux pour cette émission un peu spéciale, un peu marrante, j'espère, parce que c'est un sujet un peu moins sérieux que ce qu'on a l'habitude de traiter d'habitude. Alors les sujets intéressants, certes, mais parfois un peu ennuyeux, qui peuvent émailler ici et là notre programme. Alors ce soir, on va parler un peu de ces deux grandes figures de l'internet. D'une part, les trolls de cette année 2016. Et puis qui ont rendu les réseaux sociaux et puis la fréquentation d'internet très pénible ces derniers mois. Et puis aussi les social justice warriors qui sont un petit peu probablement les invités de l'année 2017-2018. Hein. Je pense qu'on pourrait peut-être prévoir Lucien de les avoir à la rentrée universitaire 2018. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout dépend de qui sera élu président ou présidente en 2017. On les aura peut-être même invités de la rentrée 2017 d'ailleurs. Donc c'est effectivement oui. Alors qu'est-ce que c'est un social justice warrior, Lucien ? Bon, en fait, en gros, pour aller vite, c'est un militant gauchiste libertaire, essentiellement, qui défend les droits des minorités, toujours devant les droits de la majorité. Donc, fondamentalement, il est anti-démocrate, la démocratie étant la loi de la majorité. Bon, je rappelle quelques petits éléments. Un peu l'abaissé, quoi. Oui, mais en fait, bizarrement, ces militants l'oublient. Donc, en fait, ils se font les chantres des droits des minorités, donc de la discrimination positive, donc de la discrimination. La discrimination positive étant une discrimination, tout cela au nom de la lutte contre les discriminations. Tout est parfaitement logique. En fait, on les connaît. On peut faire une liste. C'est tous les militants LGBT, les militants animalistes, aussi antispécistes, antifascistes, alors qui ont été créés en fait sur le modèle des Antideutsche allemands dans les années 90, qui est une pure création là pour le coup atlantiste, pour justement créer une nouvelle gauche qui serait pro-américaine, pro-israélienne. Et donc on a eu le droit en France, avec 15 ans un décalage en fait de 95, oui c'est ça, l'affaire Clément Méric a vraiment lancé ça. C'était quand ? C'était il y a 2-3 ans, c'est ça. Donc avec un décalage d'une petite vingtaine d'années, on a eu en fait le copier-coller des antideutsche ou des antifascistes allemands atlantistes, atlanto-sionistes en fait carrément, et en France en réalité, avec des slogans écrits en anglais directement sur les pages Facebook. Ça évite aux agents traitants de se fatiguer à apprendre le français. On avait quand même une version française de ces social justice warriors en la personne, on va dire, d'avant-garde de Caroline Fourest et de Clément Méric d'une certaine façon qui faisait la synthèse de l'antispécisme, de l'antifascisme, de la cause LGBT, puisqu'on se souvient qu'il s'est principalement illustré au moment des manifs pour tous. Mais donc, en fait, on connaît déjà un peu le social justice warrior. Mais là, c'est peut-être une mise à jour du militant gauchiste auquel on était habitué. Alors souvent, sur les réseaux sociaux,
Alors il y a des membres de l'alt-right, donc cette droite alternative américaine, qui après l'élection de Donald Trump ont fait des vidéos qui étaient des sortes de compilations des concerts de larmes. Hein. Les mecs se versaient carrément des mugs de larmes le matin au lendemain de l'élection de Donald Trump. Ils faisaient des compilations donc des pleurs de la veille. Alors d'obèses aux cheveux violets, de créatures qui sont, mais littéralement ressemblent à des aliens. C'est-à-dire que vous avez des personnes avec des traits, par exemple asiatiques, qui sont gender fluides. Alors pardon, on va essayer d'expliquer un peu tous ces concepts. Donc des transgenres, mais qui ne se considèrent ni comme des hommes ni comme des femmes, qui donc sont parfois le matin plutôt femmes, parce qu'ils ne sont pas vraiment femmes, plutôt femmes, et l'après-midi plutôt des hommes, mais tout ça peut varier évidemment en fonction du climat, tout simplement, hein, de la pression atmosphérique. Et donc on a cette mise à jour en fait du gauchiste américain qui va nous arriver, je crois, dans les campus français très très vite. Et là, on a assisté pendant toute la campagne de Trump à des face-à-face entre les social justice warriors dans toute leur variété. Alors, c'était très coloré, hein. Les cheveux, les anneaux dans le nez, les gothiques, les chauves, enfin, on a vraiment, je vous invite à regarder ces images. Faut défendre les droits des chauves. Hein. Les roux. Oui, je ne suis pas du tout pour me réjouir du malheur de mes adversaires, mais il faut dire quand même que cette élection et ce public nous a donné un spectacle assez grotesque et assez exceptionnel de gens effectivement qui ressemblent pas forcément encore à des êtres humains normaux, fondre en larmes, éclater en larmes comme si, je sais pas, ils avaient perdu toute leur famille dans un accident de voiture ou. Certains faisaient leur bagage. On a vu le cas d'un type qui faisait sa valise, le chat est rentré dans la valise, le type a limite fermé la valise sur le chat, et le type partait en urgence au Canada. Alors on a vu les pics de fréquentation du site d'émigration du Canada, parce que évidemment tous ces social justice warriors. C'est du trollage. Hein. Je pense que c'était du trollage. Le site de demande d'immigration au Canada qui saute le soir de l'élection de Trump. Je pense qu'un ou deux hackers avec un peu d'humour. Je pense qu'il y avait quand même une partie de réalité, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont dit qu'ils voulaient quitter les États-Unis. Il y a eu des vagues de suicides. Non, attendez, ça c'est pas du trollage. Les mecs ont pas fait semblant, ils se sont suicidés parce que Trump allait donc remettre en cause leur existence même. Alors c'est quand même, enfin là on a quitté terre, Lucien. Enfin, comment expliquer, je dirais, le tour psychologique qui conduit un transgenre à mettre fin à ses jours après l'élection de Donald Trump? C'est une forme de dégénérescence. Hein. C'est-à-dire que bon, moi, si j'étais adversaire, si j'avais été américain, j'aurais voté pour Trump. Mais si j'étais adversaire de Trump, je vois qu'il est élu. Je me dis j'ai 4 ans pour préparer les prochaines présidentielles. Puis je me mets à bosser. Et puis il y a même les élections de mid-term. C'est-à-dire en fait, j'ai 2 ans pour conquérir le Congrès. Et puis ensuite pour coller une raclée à Donald Trump. Et je me mets à travailler. Et ces individus, ces êtres, en fait, aux cheveux, fluorescents, ne sont même pas capables de se dire ça. C'est-à-dire qu'ils se contentent finalement de se faire pipi dessus et de se filmer dans leur chambre. C'est ahurissant. Oui, et de pleurer. Mais je pense que vous mettez le doigt là, Lucien, sur un sujet, une part importante de l'ADN du social justice warrior, qui est que le social justice warrior ne construit pas, mais en fait veut simplement détruire ce qu'il y a en face. Et deuxièmement, c'est très loin des codes que nous pouvons connaître des militants. Ce ne sont pas des militants, c'est des pleureuses, pour la plupart d'entre eux, et qui, finalement, sont ça en commun avec leurs cousins qu'on a pu voir le lendemain des attentats, ceux qui... Les Charlie. Oui, les Charlie, le cousin Charlie du Social Justice Warrior, qui est la version un peu édulcorée, un peu plus passe-partout et surtout un peu plus nombreuse, mais qui... pour lutter contre les attentats, allume des bougies, fait des dessins à la craie dans les rues, voilà. C'est un cousin maléfique, mais plus nombreux du social justice warrior. Oui, parenthèse quand même. Enfin, il faut se souvenir qu'au moment des attentats de novembre, il y avait des bougies et des petits mots, des petites peluches qui avaient été posées sur les sites des attentats. Et il y a eu, je sais pas, un vent de panique un soir, et les gens se sont mis littéralement à piétiner les peluches, les photos, les petites bougies. Non mais attendez, et tout en portant des pancartes en carton, même pas peur. C'est-à-dire que je crois qu'en réalité, c'est pour ça que j'encourage les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore ce phénomène, parce que je vous préviens, si on fait cette émission là-dessus, c'est pour prévenir le mal qui arrive d'outre-Atlantique. On les aura en très grande quantité lorsque les études de genre seront popularisées dans les universités et autres. Et ça ne fait que commencer. On le sait, tout ça ne fait que commencer.
Mais il faut bien se rendre compte que si aujourd'hui il y a une foule de social justice warriors sur les campus américains, c'est parce qu'ils ont été victimisés par des professeurs d'études de genre et qu'on a fabriqué industriellement des transsexuels, des transgenres, des gender fluides. Je vous rappelle quand même que la ville de New York a fait passer une loi qui punit tout propos discriminant contre les genres. Donc je crois qu'il y a 34 catégories reconnues par la ville de New York. Mais je crois qu'avec un petit effort, les centres d'études de genre américains vont probablement nous pondre encore quelques catégories. Alors moi, ma préférée, c'est une qui s'appelle IJRA, je crois. C'est la formule transgenre indienne. Donc c'est avec un petit vernis culturel, on va dire, comment on pourrait dire, dravidien, à cette expérience unique en fait de la destruction du soi, parce qu'en fait c'est à ça qu'on assiste, Lucien. Il y a un problème là presque de psychiatrie, non? Oui, mais alors comment cette folie collective peut-elle être normalisée? En fait, si on remonte vraiment à qui est derrière tout ça, on se rend compte qu'il y a quand même ce qu'on appelle un lobby. Un lobby, en l'occurrence, j'allais dire sioniste. En fait, non, ça commence par la même lettre, mais sataniste. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'avais vu une vidéo d'un sataniste américain à qui on demandait mais qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous voulez, enfin, what do you want basically, ou quelque chose comme ça. Il disait we want a freaks society. Nous voulons une société, on pourrait dire, de monstres, quoi, en fait. Enfin, une société d'individus, tous. Et en fait, alors, justement, il développait, il disait, en fait, nous sommes donc individualistes, et en fait, nous sommes élitistes aussi. Et nous voulons, c'était une espèce d'argumentaire caricaturalement nietzschéo-darwiniste. C'est une sorte de darwinisme social, c'est-à-dire, en gros, où un libéralisme complet, total, doit permettre en fait au plus fort d'émerger, combiné avec une forme de nietzschéisme, je dirais vraiment, alors là, de bas niveau, enfin assez mal compris, où chacun se sculpte sa propre statue, etc. Donc c'est en fait le culte de l'individu, le culte de l'individu est élitiste, et où chaque individu est parfaitement unique. C'est-à-dire personne ne ressemble à personne. En fait, il n'y a plus de catégories. Et il n'y a plus de normes. Alors bizarrement, en fait, cette absence de normes est érigée en norme. Et en norme, en plus, je dirais, comment dire, c'est un diktat. Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous plier à l'absence de normes. Alors, il y a une autre chose qui est étrange, c'est que dans cette culture du transgenre, on joue avec les codes de l'identité sexuelle, on surjoue l'identité sexuelle. On va faire de la chirurgie esthétique, on va, etc. Donc en fait, on va jouer sur les stéréotypes de genre, je veux dire, mais les plus grossiers. La poitrine, le système pileux ou l'absence de système pileux, etc. Tout en niant le fait qu'il y ait justement des types. Donc on va nier les types tout en surjouant les archétypes. C'est quand même une situation très bizarre, un peu comme le faisait d'ailleurs remarquer un troll pro-Trump. La campagne d'Hillary Clinton aura au moins montré qu'on peut être à la fois, enfin qu'elle est complètement dingue puisqu'elle soutient à la fois qu'un homme c'est comme une femme puisqu'elle soutient le transgenre, mais qu'en même temps la première femme à la Maison Blanche ce serait très très stylé. Ce qui est quand même pas le moindre des paradoxes. Mathieu. Mais en fait, tout ça, ça relève d'un problème d'appartenance. Il n'y a plus d'appartenance à rien. Bientôt, en fait, il n'y aura plus de différence non plus de taille. C'est-à-dire on pourra plus dire, voilà, t'es grand, t'es petit. Non, ça, c'est parce que c'est discriminant. Déjà, sur la question du poids aux États-Unis, c'est un des gros chapitres sur lesquels les social justice warriors sont très actifs. C'est évidemment la question du surpoids de telle ou telle personne, et en fait ces gens sont dans le déni le plus complet. Et alors ce que disent les gens, disons les supporters de Trump, qui en fait sont simplement, je dirais, les supporters du réel le plus minimum, disent que c'est très mauvais pour la santé des personnes concernées, parce aucune contre-mesure contre l'obésité n'est prise, partant du principe que ce serait finalement leur nature. En fait, on naturalise un accident, pour prendre les mots d'Aristote, et en fait on les condamne d'abord à la laideur, parce qu'il faut voir quand même qu'une lesbienne obèse à cheveux violets, franchement, ça fait envie à personne. Et moustachu. Ah ouais, non, mais enfin vraiment, allez voir les vidéos, elles sont, enfin c'est les moments Nutella. Alors, il y a un autre moment très amusant. Il y a une activiste, justement, une troll pro-Trump, dont le nom m'échappe là, mais vous retrouverez ça très facilement, qui embrouille les LGBT. Alors, ce qui est très bien aux États-Unis, c'est qu'il y a la culture quand même du débat. Ça ne part pas en baston. Elle va être, victime de violence lorsqu'elle va se rendre à Londres de la part des antifas britanniques.
qui eux viennent masquer, etc., comme le style No Border, hein, dont on a déjà l'habitude ici sur le continent. Donc on sait que l'antifascisme continental est beaucoup plus virulent que l'antifascisme américain. Et donc là-bas, au moins, il y a embrouille, mais il y a peu de violence. Il y a eu même des passages à tabac de supporters de Trump. Mais enfin, pour l'essentiel, quand même, la violence a été contenue. Mais cette jeune femme va discuter avec donc des féministes échevelées et elle leur parle de leur unicorn world. Donc elle dit, vous vivez dans un monde de licornes. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ces gens ont dilué même la notion de réel. C'est-à-dire que la réalité, c'est un objet totalement subjectif. Ils ont été bien aidés là-dedans par l'apparition de la novlangue et le travail autour de la novlangue, c'est-à-dire vider les mots de leur sens, vider les concepts. Voilà, on utilise des mots pour dire à peu près tout et rien. On invente des mots pour dire ce qui n'avait aucune existence réelle avant. Donc pour même mettre des mots sur des concepts complètement fluides, un peu comme la sexualité des gender fluides dont vous parliez tout à l'heure, Monsieur K. Et donc ça a considérablement aidé ce monde dégénéré et ces mouvances des social justice warriors, puisque finalement plus rien ne veut plus rien dire. Donc tout le monde est perdu et surnage dans une espèce de magma. À ceci près que justement il y a maintenant des lois, au moins des règlements dans les universités et même des interdictions sur le free speech, sur la liberté d'expression, qui a préoccupé un professeur américain et qui lui ne se bat que sur ce sujet. Ça, c'est un des gros dossiers aussi de ce combat entre les social justice warriors et les trolls pro-Trump. C'est que la liberté d'expression est gravement mise en cause puisque les social justice warriors exigent que l'on utilise certains prénoms pour les désigner. Ils veulent qu'on utilise des prénoms particuliers pour les désigner. Mais vraiment, allez regarder sur Internet le tableau déjà des 34 identités reconnues par les campus et par la ville de New York. Et imaginez-vous qu'ils exigent des autorités, des professeurs, de l'administration de la faculté, etc., d'être désignés par certains prénoms, par certaines dénominations, par leur prénom aussi de substitution, puisque un professeur qui vous appellerait par votre nom inscrit à votre état civil, en fait, ferait une violence contre vous, une discrimination. Et donc, immédiatement, on voit bien que les lois, en fait, anti-discrimination sont tout de suite au contact de la question de la liberté d'expression. Lucien. Mais en fait, le but, fondamentalement, c'est d'interdire la liberté d'expression. En fait, à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, au nom de ma liberté, je rogne, enfin même, j'ai bien l'intention d'interdire la vôtre. Parce que finalement, la liberté, c'est pas la liberté comment dire ça, c'est pas la liberté de dire n'importe quoi. La vraie liberté aujourd'hui, c'est la liberté de dire la vérité. Hein, si telle personne est née avec tel prénom, je sais pas, pour des Américains, on va dire Michael, et que un jour, il a l'impression qu'en fait, il s'appelle Kimberley. Bon, ma liberté à moi, c'est de l'appeler par son prénom d'état civil aussi. Enfin, je veux dire, il y a un principe de réalité à partir d'un certain moment à respecter. Là, ce qu'on voit, c'est que en fait, depuis un foyer d'origine occidentale, nous sommes en train de basculer dans le principe de plaisir. La distinction que Freud faisait entre le principe de réalité et le principe de plaisir, c'est que le petit enfant est dans le principe de plaisir, c'est-à-dire qu'il veut tout de suite. Hein, il veut satisfaire ses caprices immédiatement. Bon, et donc le complexe d'Oedipe doit permettre à l'enfant d'aller au-delà de ses exigences de satisfaction immédiate pour assumer le principe de réalité, c'est-à-dire la socialisation, et donc supporter les frustrations, supporter qu'il n'obtienne pas tout de suite, et supporter qu'il n'ait pas tout non plus, qu'il ne peut pas être homme le matin et femme le soir. Non, il faut choisir. Voilà. Et le complexe, le moment oedipien dans la psychologie humaine, qu'on peut appeler par d'autres noms, hein, c'est le mécanisme de la gratification différée. Alors ça, c'est le terme qui est apparu à partir des années 60 dans la psychologie, pas dans la psychanalyse, dans la psychologie banale. C'est le principe central, c'est le principe central de toute possibilité de vie en société. Ce que l'on voit avec les social justice warriors LGBT ou autres, ce sont des gens qui, en fait, livrés à eux-mêmes, ne peuvent pas former une société. Ce n'est pas possible. Comment arrive-t-il à survivre encore aujourd'hui? C'est avec toutes les structures du fric. Exclusivement comme ça. Parce que, en fait, ça se développe dans les grandes villes tertiarisées.
où effectivement, bon, le soir, je mets mon truc au micro-ondes, etc. J'ai pas besoin de produire ma nourriture, j'ai pas besoin de produire, ma maison, je la fabriquer, etc. Donc en fait, on peut s'éloigner et oublier totalement toutes les constantes anthropologiques qui ont fait que nous sommes ce que nous sommes, l'espèce humaine. Et donc tous ces mouvements-là ne peuvent se développer que dans des environnements en fait virtuels, enfin en cours de virtualisation, qui sont ceux de la tertiarisation, New York et compagnie, la côte ouest des États-Unis, qui a voté majoritairement pour Clinton, et donc et tout cet environnement anti-civilisationnel baigne dans ce que la psychanalyse appelle le principe de plaisir, c'est-à-dire en fait un fantasme de satisfaction totale de tous mes fantasmes en fait. Et à cela, effectivement, Trump oppose un principe de réalité, tout simplement. En réalité, il a pas vraiment d'idéologie, Trump. Je veux dire, c'est un entrepreneur, il est dans l'immobilier, donc du solide, du concret. C'est tout. Du BA13, du béton armé, un bon mur avec le Mexique, oui. du solide, quoi. Là, mais ce qui est intéressant, c'est que justement les gens du réel, tout simplement, qui avaient encore un peu de bon sens et qui ont eu affaire à ces social justice warriors sur les campus américains, ont finalement probablement fait la victoire de Trump, parce que ils ont été horrifiés par l'avenir que leur promettait le règne des social justice warriors. Alors encore une fois, les choses se sont passées avec assez peu de violence, heureusement dû à la culture américaine du débat, à cette culture libérale au meilleur sens du terme. Donc on voit des vidéos où certains des trolls pro-Trump, je pense à Milo Yiannopoulos, qui sont tous plus ou moins apparentés à la chaîne, enfin aux médias d'information de Breitbart, lancé par Breitbart, morte l'année dernière, je crois, suite à ces révélations sur l'affaire Podesta. C'est là qu'on voit aussi les connexions entre tous ces milieux et un certain satanisme chic qui accourt à la fois, comme tu le disais, à San Francisco, à Los Angeles et un peu à New York. D'ailleurs, toujours des Bretons. Je fais remarquer que l'artiste en cause, base bretonne d'extraction. Ces gens, en fait, se sont tournés, je crois, vers Trump comme une espèce de bouée de sauvetage, quelque part. Et on voit ces étudiants qui, les bras leur en tombent d'entendre le niveau même d'infantilisme de leurs adversaires. Parce qu'en fait, et c'est ça peut-être un des traits les plus marquants des social justice warriors, c'est leur totale immaturité affective. Ils demandent, asseyez-vous, restez bien assis, ils demandent dans les universités américaines qu'on leur crée des safe space, c'est-à-dire des espaces dans lesquels ils ont le droit de se retirer pour gérer leurs émotions, si vous voulez. Alors dans ces safe space, on peut mettre des peluches, des livres, des chatons, des petits chiens, selon le goût de chacun. Et alors maintenant, les universités sont confrontées à une autre difficulté, c'est qu'il faut des safe space, évidemment, un peu comme les toilettes, si vous voulez, séparés. Parce que vous pouvez pas mettre un safe space pour les féministes, lesbiennes, gender fluide, en même temps que les homos, gays, bears. Vous voyez, vous pouvez pas mettre les bears et les fluides dans le même safe space. Donc, il faut aménager des espaces pour chacun d'entre eux. Parfois même, il faut dédoubler aussi pour des questions de race. C'est hyper discriminant tout ça. Ah mais de toute façon, c'est pas un des derniers paradoxes de cette politique de la gauche américaine, c'est le caractère ultra identitaire en fait de cette politique. Et là, je crois que à rebours de cela, la politique identitaire de Trump n'est pas non plus sans une face sombre, mais on aura peut-être l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure. D'un point de vue de gestion d'espace, la gestion des toilettes est déjà problématique depuis plusieurs années, puisque quand vous avez un transsexuel homme qui se sent femme plutôt vers 4 heures de l'après-midi, qui veut aller aux toilettes, et qu'il y a des espèces de réactionnaires femmes qui veulent aller aux toilettes sans avoir des hommes dans leurs toilettes, c'est déjà extrêmement compliqué. Ça, c'est peut-être le 3e grand chapitre du combat, justement, dans les campus et dans les lieux publics, sur ces social justice warriors, c'est la bataille des toilettes. Il y a eu la bataille de Troie, il y a la guerre de Troie, et là, il y a la guerre des chiottes. Mais les Américains ne sont jamais, évidemment, économes de ce genre de culture camp absolument passionnant. Julien. Oui, sur la victoire de Trump, il faut bien se rendre compte aussi de tout ce que représente Clinton. Clinton, c'est justement le progressisme, le combat sociétal contre toutes les discriminations, etc., à un niveau qu'on ne peut pas imaginer en France. Voilà, tout ce qu'on a dit, c'est Clinton. C'est exactement ce que défend Clinton et c'est ce qu'elle dit. Et donc en fait, mais comme dans une version quand même souvent plus mild, plus modérée, plus mainstream.
Oui, c'est ça, un peu plus mainstream. Mais du coup, l'élection de Trump, c'est un certain retour à un tout petit peu de bon sens, plus que la validation des idées que pourrait avoir Trump. Alors, on a eu un deuxième courant important en dehors des gender fluides et des LGBT, etc. Black Lives Matters. Les vies des Noirs comptent aussi, qui en fait s'attachent à dénoncer je dirais, le raciste qu'ils appellent structurel. C'est-à-dire que, bon, évidemment, comme les LGBT, ils considèrent que c'est la structure de la société patriarcale tout entière, en fait, qui est construite contre eux. Et donc, les Noirs américains qui ont épousé cette vision très radicale et très, finalement, assez marginale de Black Lives Matter, qui n'a, à mon avis, rien à voir avec le combat, même radical et extrémiste et parfois même violent, des Black Panthers américains. Je pense que là, il y a vraiment une césure à marquer. Ça, c'est le deuxième grand courant qui a raconté qu'ils ont quand même été emmerdés, ce pauvre Bernie Sanders, lors de ses derniers meetings, en lui imposant des prises de parole des représentants de Black Lives Matter. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ça, Lucien. Oui, vaguement, mais enfin, en fait, j'ai compris ce que c'était quand j'ai su que George Soros sponsorisait le truc de A à Z. Voilà, bon, donc question suivante, quoi. Voilà. Bon, pour ceux que ça intéresse, Laurent Ozon donnera une conférence là prochainement à Paris sur les réseaux Soros. Bon, je crois que ici en France, on a un peu averti contre ça. Il a financé assez maigrement d'ailleurs, parce qu'elles n'ont pas touché beaucoup. Mais enfin, il manipulait en tout cas les Femen. On le connaît aussi pour le fait d'être derrière la massive campagne d'immigration, invasion qui a cours depuis l'été dernier. Enfin, depuis l'été 2015, je veux dire. Et puis, on connaît Soros dans ses œuvres jouant aussi sur les monnaies. Mais peut-être, Julien, notre invité de Singapour, tu peux nous dire un petit mot sur Soros, toi, le professionnel de la finance. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? Eh bien, tout d'abord, ça va vous surprendre, mais j'ai rencontré George Soros en 2009 à Saint-Tropez, donc sur la plage, au Nikki Beach pour pas le nommer, qui était avec une Asiatique qui apparemment était sa petite amie, j'ai appris par la suite, qui à l'époque devait une demoiselle qui devait avoir entre 32 et 35 ans. Il est comment au privé? Discret. Il est discret au privé. Au niveau du trading, il va m'être difficile de donner un avis car je n'ai jamais travaillé dans sa boîte et je ne connais personne qui y a travaillé, à part un ami qui a eu une interview, un entretien pour éventuellement devenir Chief Risk Officer pour le Family Office de George Soros, puisque maintenant il ne gère plus un hedge fund, mais il gère son propre argent sous forme de Family Office, dans le but de ne pas déclarer ce que l'on appelle le fichier 13F, qui depuis la grande crise, la SEC, l'autorité des marchés financiers américaine, oblige les hedge funds à déclarer avec 3 mois de retard toutes leurs positions en actions, etc. Ce qu'on appelle le 13F filing. Donc, je ne peux pas parler au niveau trading. Mais vous, autour de la machine à café avec les collègues, quand le nom de Soros vient, vous en dites quoi? Très honnêtement, c'est un sujet que j'ai abordé 1 ou 2 fois lorsque je travaillais à Londres. Je ne l'ai plus jamais... plus personne n'en a parlé depuis. Il a laissé des bons souvenirs au marché britannique. Je crois qu'il avait joué contre la livre. La livre, oui, me semble en 95 de mémoire, mais bon, moi j'étais trop jeune. Ce que je retiens au niveau trading, c'est... Alors aujourd'hui, je pense que le meilleur trader au monde est Jeff Gundlach de Double Line Capital, qui est situé à San Francisco, qui gère aujourd'hui, je crois, 90 milliards de dollars. Spécialisé, celui qu'on surnomme le roi des bonds, spécialisé dans les municipal bonds, les government bonds, etc. Et quand on entend les forecasts de Jeff Gundlach, donc les prévisions, elles sont incroyables. Il avait prédit l'achat cette année, chaque fois sur les bottoms, il avait prédit le top des bonds sur le T-note, etc. C'est-à-dire qu'il forecast, il joue et il gagne de l'argent et tout est vérifié. Ce que je remarque chez George Soros, c'est qu'il fait toujours des forecasts, comme cette année, en 2016, à multiples reprises, il a déclaré prendre des positions via des ETF short, via des futurs short, et chaque fois, il a tort. Alors, il y a une fameuse rumeur qui dit, est-ce que George Soros donnerait des fausses indications au marché pour jouer l'inverse? C'est peut-être possible. Mon avis, et il n'est purement que subjectif, je n'ai absolument aucune preuve,
Je pense que les qualités de Soros en termes de trading sont très surestimées. Voilà quel est mon avis sur Soros. Après, Soros, au niveau des Social Justice Warriors et de toutes ces activités extra-finance qui apparemment financent, moi je n'ai aucune preuve, mais je veux bien le croire, je n'ai aucun avis car je n'ai malheureusement aucune preuve. Alors tout ça a été documenté sur la question des migrants, hein, tout a été retracé. Moi je crois que Soros, en fait, c'est plutôt... Par exemple, si vous le permettez, Monsieur K, justement, là, ce terme de migrant dont vous parlez est un outil utilisé par nos adversaires pour normaliser la situation de gens qui sont des envahisseurs et qu'on devrait normalement appeler des clandestins. Sauf que le terme clandestin leur paraissait trop déplaisant parce que clandestin introduit une notion d'illégalité. Et donc on a inventé le terme de migrant. Oui, comme si c'était des oies sauvages. Comme si c'était des oies sauvages, exactement. Comme si on nous était un peu des canards sauvages aussi. Oui, voilà. Et nous sommes un peu les dindons de la farce, plus que des canards, mais en tout cas, voilà, le terme de migrant est doux. Voilà, il y avait une bon, je me corrige. Non mais je vous en veux pas à vous, mais il y avait une histoire d'un camarade qui avait entendu sur France Inter un reportage sur Calais, dans laquelle la journaliste disait des migrants qu'ils étaient doux. Voilà, donc les migrants, le terme migrant c'est doux, alors que clandestin c'est clivant, c'est pas sympa, ça veut dire quand même que c'est illégal. Bon, migrant aussi, hein, mais les gens le savent moins, donc voilà. Donc c'est typiquement ce genre de choses qui vident les concepts, les mots de leur sens, et qui permettent de naviguer à vue dans ce magma et que plus personne ne s'y retrouve vraiment. Voilà, c'est pour ça que je me permettais de vous reprendre sur le sujet, même si je sais que vous êtes assez au fait de ce que recouvre le terme de migrant. Ok, je vous remercie de cette remarque. On va bientôt faire la pause musicale, mais d'abord le Hall of Shame. 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 Alors, je voudrais remercier JP Proudhon pour son don très généreux de 24 €, donc qui a sorti d'une contrepartie d'un t-shirt. Un t-shirt, donc c'est bien noté, hein, j'ai bien noté la taille et le coloris. Donc merci Proudhon pour ce don. Pour ceux qui ont commandé des t-shirts, j'attends encore quelques commandes avant de vous les envoyer parce que il faut les réaliser. Je peux pas les réaliser un par un. Je remercie également Camelot15 qui nous envoie donc un type de 10 € et qui nous dit « Bonjour, je tiens à vous remercier sincèrement pour tout le travail que vous faites. La quantité autant que la qualité des choses que j'ai appris depuis que je suis sur MZ, et plus particulièrement Monsieur K, est incroyable. Je vous souhaite le meilleur et beaucoup de réussite. Dieu vous garde. Je regrette la fin des émissions Enigma avec le Baron Fou, très passionnant. » Bah écoutez, Camelot, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je peux vous annoncer que nous allons réaliser à nouveau des Enigmas en l'absence du Baron Fou, parce que je n'ai pas de nouvelles de lui. S'il m'entend, évidemment, qu'il reprenne contact avec moi, mais il doit être quelque part entre ici et la Nouvelle Swab. Je remercie également Lazare pour son type de 10 € également, et qui nous dit merci pour tout, continuez comme ça. Vive le Christ roi et vive la France. Également un remerciement de Marc qui nous dit « Bravo pour votre travail et cette émission que je ne manque presque jamais. Bonne continuation et joyeux Noël. » Merci à toi Marc pour ce don de 5 €. Que si vous continuez de donner de cette façon, vous permettez à cette radio de se professionnaliser tant sur les aspects des moyens que sur les aspects aussi, je dirais, d'autonomie financière, qui est pour réaliser des projets tels que la surprise qu'on vous réserve cette année en images et en couleurs, pour changer de la radio en noir et blanc. Voilà, donc je vous remercie. Je vous rappelle que vous pouvez commenter sous cette vidéo, vous pouvez commenter sur le blog de la radio Méridien Zéro qui nous reposte. Vous pouvez commenter aussi, je crois, sur Québécois Liberata, qui nous fait l'amitié de nous reposter tous les dimanches à 21h. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous partager sur les réseaux sociaux et vous pouvez rager dans les commentaires. Vous pouvez également donc nous retrouver en podcast sur SoundCloud. On se retrouve après pour parler de 4chan, un petit peu de l'alt-right, de Breitbart, des trolls. On va parler un petit peu de Conversano, Boris Lelay, Elisabeth Lévy, Éric Zemmour, Marie Saint-Filtre, Amalek, Cro-Blanc, Goldofaf, Eugénie Bastier, Loco, etc. Voilà, donc on se retrouve juste après la pause. Voilà, en attendant, NVR. Trisomique 21. Tu n'es pas comme tous les autres enfants, oui car tu es trisomique. Quelle déception ce fut pour tes parents, parce que tu es un trisomique.
Trisomique 21. Oui, mais tu sais, on t'aime bien. Trisomique 21. Témoin Kunkerve Morin. Allez-moi, pognon, elle attend dans l'eau, elle veut mais elle est dominée, oh. Elle est pognée, tout l'eau, bananani, elle est mêlée, mais elle est de vidéo. Trisomique 21. Trisomique 21. C'est sûr tu n'auras jamais de diplôme parce que tu es trisomique. Mais de toute façon les diplômes on s'en fout, c'est bien mieux d'être trisomique. Trisomique 21. Oui mais tu sais on t'aime bien. Trisomique 21. Quand tu parles on comprend rien. Elle est venue à Pugno, elle est de vidéo, elle est venue, elle lui dit Mario. Elle est fumée, Pugno, elle est là-dedans, non, elle est venue, elle est de vidéo. Trisomique 21. Trisomique 21. Trisomique 21. Oui, tu sais, t'es notre copain. Trisomique 21. Oui, tu sais bien qu'on t'aime bien. Fanny, c'est ma Pugno, fini la vidéo, avec l'année, elle est de vidéo. Elle est mamou, Pugno, elle a pas tant dans l'eau, avec l'ami, elle est de vidéo. Trisomique 21. Trisomique 21. Alors, chers amis, dans cette ambiance encore un peu de jour de l'an, un peu festive, vous entendez probablement des bruits de verre, de bouteilles, et des gens qui se servent. On va reprendre cette deuxième partie d'émission après cette pause musicale sur la question des trolls. Alors, c'est un peu le pendant du Social Justice Warrior. C'est la figure un petit peu... Alors, c'est une figure qui est apparue bien avant. Elle a commencé à apparaître dès les premiers forums sur Internet, même les premières messageries, etc. Donc, c'est pas une invention, bien sûr, mais enfin, l'âge d'or du troll sera probablement les années 2000, la fin des années 2010, parce que probablement ils ont largement contribué déjà à la victoire de Donald Trump, et puis ils continuent de peupler et de détrier les réseaux sociaux. Alors, le premier d'entre eux, quand même, à tout seigneur, tout honneur, c'est Pépé la grenouille, qui était un personnage de bande dessinée qui a connu un destin un peu détourné sur le forum 4chan, que moi-même je n'ai pas fréquenté, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Mais enfin, on sait que c'est un forum qui est un peu l'équivalent des forums ici en France sur les jeux vidéo, où se retrouvent en gros les geeks et tout ce lumpen prolétariat, un peu d'ailleurs de toutes les couleurs, et qui se retrouvent pour discuter de sujets, on va dire de geeks, donc de l'internet, de se faire des private jokes autour de personnages comme le troll, justement, ces figures qu'on peut retrouver facilement sur les moteurs de recherche, et qui peuplent maintenant aussi les vidéos maintenant, parce que ça envahit les chaînes YouTube. Mathieu. Mais Monsieur K, est-ce que pour les moins férus des réseaux sociaux et de l'internet d'entre nous et de nos auditeurs, est-ce que vous définiriez un petit peu plus ce qu'est un troll, même si je crois qu'on est on va demander à notre ingénieur social Lucien, qui connaît bien ce sujet, parce que ça s'apparente quelque part quand même à de l'ingénierie sociale, le trolling, puisque ça dérive en fait de certaines pratiques qu'on pourrait qualifier COINTELPRO pour faire très vite. Alors Lucien, qu'est-ce qu'un troll ? En fait, on peut faire une petite typologie, hein. Il y a les trolls réels, enfin je veux dire en fait les individus qui sont pas salariés, quoi, en fait qui agissent de leur propre chef, hein, et puis les trolls payés, hein. Donc en fait donc qu'ils soient naïfs par exemple, ou simples d'esprit, ou agents d'influence, hein, pour de vrais salariés, en fait ils partagent les mêmes techniques, hein. C'est-à-dire qui consiste à personnaliser le débat à outrance. Il s'agit toujours d'hystériser le débat, hein. C'est-à-dire enfermer le débat dans un duel, donc dans la subjectivité. Et ça doit toujours être en fait à un moment ou à un autre, on en arrive aux insultes de toute façon.
Et au point Godwin quand même. Éventuellement, oui. Oui. Bon, ça, de toute façon, on sait que tout débat tend à aller vers le point Godwin, qui est donc le point où l'un ou l'autre va s'accuser de réduction ad Hitlerum, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, alors, en fait, l'idée du troll, en fait, c'est toujours d'enfermer le débat finalement, d'arriver à une rivalité mimétique, c'est-à-dire où, effectivement, le débat devient stérile. C'est-à-dire, salaud, t'es un nazi, t'es un facho, etc., ou alors, ou l'inverse, mais il faut en arriver de toute façon aux insultes. Et à ce moment-là, le troll a gagné. Ça peut être aussi, ça peut fuser dans le sionisme. Ça peut être lissioniste aussi comme injure. Oui. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, de toute façon. Il s'agit, pour comprendre le phénomène, il faut ne pas se focaliser sur les contenus, il faut se regarder le contenant, c'est-à-dire la manière de faire. Le but, fondamentalement, c'est d'hystériser le débat. Et donc pour ça, il faut subjectiver. Donc, ce sera toujours des insultes à caractère personnel. Moi, j'en croise, évidemment, sur Internet, des gens que je n'ai jamais vus et qui m'abreuvent d'injures. Voilà. Le mieux étant toujours d'aller au physique, d'ailleurs, parce que le physique, c'est toujours le truc. Enfin, là, c'est la cour de récré, et là, on est proche quand même du bout de l'aventure du troll. C'est-à-dire quand il en vient à faire comme l'a fait, par exemple, là, dans une de ses dernières vidéos, Boris Lelay, avec son compère dans l'évier, pour rebondir sur cette dramatique affaire, tragique affaire, pour le niveau du débat conversano-soral, pour enfoncer leurs adversaires, on va dire idéologiques. Le mot est vraiment pas forgé pour la situation là. Leurs adversaires leurs adversaires en fait de testo là pour le coup. Boris Lelay va s'en prendre à Michel Drac sur son aspect physique, sur ses origines juives, etc. Donc là on est vraiment dans le trolling professionnel. Boris Lelay a fait ça ? Ouais. Mais c'est un crétin. Mais il est con, c'est pas possible. Pourtant, c'est un garçon qui nous avait habitués à de meilleures, des analyses plutôt fines, des choses intéressantes pendant des années. Après, il est parti quand même dans un certain style un peu parano, où il nous racontait qu'il y avait des maquis islamistes dans les campagnes françaises. Bon, là, j'avais commencé un peu à quitter quand même le bail, parce que je me suis dit que là, on était quand même un peu dans de la science-fiction. Je dis pas qu'il y a pas des armes dans les banlieues, je dis pas qu'il y a pas des opérations, je dis pas qu'il y a rien. Mais là, Boris Lelay nous annonçait quasiment comme si c'était une nouvelle fraîche du matin, que les maquis étaient déjà en route, quoi. Bon. Manuel Valls nous l'a dit. Nous allons densifier l'immigration dans les campagnes. Oui. Et densifier l'immigration clandestine notamment. Donc, en un sens, quelque part, ce scénario paranoïaque, en fait, va être doublé par la réalité. Oui. Donc, attention, je ne dis pas que ça n'existe pas. Ouais, Julien. Je sais quand même que certains villages reculés de France, dans la Creuse, où les prix sont extrêmement bas, sont pas envahis, mais il y a des communautés musulmanes, notamment takfiristes, qui achètent. Voilà. Donc, je ne connais pas tous les propos de Monsieur Lelay, mais il n'a pas tort sur tout, car voilà, il y a quand même des villages où il y a des communautés de 60 à 80 personnes musulmanes avec des familles, des enfants, des femmes, et qui habitent dans les campagnes françaises. Oui, apparemment, ils sont pas les seuls. Il y a des gens qui achètent aussi dans la région centre, dans le Loiret. Par exemple, il y a des zones qui sont achetées, des hôtels qui sont à l'abandon depuis plusieurs années qui sont achetés. On connaît pas les acquéreurs. On sait qu'il y a des manœuvres. On ne sait pas exactement de qui, on ne sait pas exactement comment, mais là, je vous parle d'une nouvelle du matin, vous dire, voilà, les maquis, je crois que, oui, il faut être très attentif, mais je crois que justement, il faut pas tomber dans le trolling. Et là, on est tombé vraiment très très bas, c'est-à-dire que là, maintenant, c'est les surnoms. Alors, je sais que, pour moi, ça fait partie des trolls. Pour une partie, la réinfosphère, même si c'est une activité qui est très utile, je sais que vous la pratiquez, vous, Lucien, très activement sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Il y a malgré tout, dans la réinfosphère, et je voudrais là quand même saluer les remarques qu'a fait sur l'antenne de TV Liberté La Rebière, journaliste à Minute, et ancien administrateur aussi du site Novopresse, pour rappeler que la réinformation ne peut pas être de la contre-propagande. Ça doit être au service de la vérité, et pour des raisons à la fois méthodologiques et de contenu et de méthode, la réinfosphère, pour une partie de son travail, pose des problèmes. Par exemple, la question de Ali Juppé, là-dessus, même si c'était très utile sur le plan polémique, on peut pas parler d'information. Voilà. Bordeaux est la seule ville en France où il n'y a pas de mosquée cathédrale, voilà, les faits ne répondent pas au sobriquet que j'ai trouvé moi très utile, encore une fois sur le plan polémique,
mais qui n'est pas la réalité. Donc on ne peut pas parler de journalisme dans ces cas-là. On peut parler de trolling, et pourquoi pas, c'est une activité qui est amusante. Moi-même, je m'y livre un petit peu sur les réseaux sociaux. L'expression Elie Juppé n'a pas été trouvée par la réinformation, elle a sûrement été, elle était largement utilisée après. Mais il me semble qu'elle prend son origine dans une émission qu'a fait Le Gallou sur Immédiat. Il le revendique. Il l'a redit d'ailleurs à l'antenne de TV Liberté face à La Rebière. Donc ça prend son origine dans la réinfosphère. D'autre part, là maintenant c'est comment s'appelle le François Fillon. Farid Fillon. Alors qui connaîtra un sort à mon avis aussi un certain succès. Attendez, moi je ne suis pas là pour critiquer cette pratique. Je crois que les trolls l'armée de trolls de Donald Trump a contribué très largement à sa victoire. Donc et tout ça sous la direction du général en chef Pépé. Donc je ne peux que m'en féliciter. Mais enfin, d'ailleurs, m'en féliciter, sachant que c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit Donald Trump que Hillary Clinton. Mais enfin, c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas la panacée. Voilà. Merci Mathieu. Ça n'est pas la panacée. Donc, mais voilà, je voudrais quand même faire quelques remarques sur ces pratiques de trolling. Mais il y a des trolls d'autres sortes. Prenons l'exemple, prenons un autre exemple, par exemple, Elisabeth Lévy, récemment. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette émission, Lucien. Elisabeth Lévy récemment était, je crois, sur la tête d'RMC face à 2 de ses copains proches. Jean-Christophe Buisson, dont je ne rappellerai pas sa biographie, mais qui était un journaliste qui a beaucoup couvert le Kosovo, et Joseph Massescaron, avec qui elle était très amie et très liée au sein de la Fondation du 2 mars. J'ai été payé pour le savoir. Elisabeth Lévy s'est emboucanée avec Jean-Christophe Buisson et Massescaron sur la question israélo-palestinienne en disant qu'on ne pouvait pas parler de carnage pour les victimes collatérales, comme on dit maintenant, encore un terme de propagande d'Achtafel, qui étaient mortes dans des écoles de l'ONU lors de bombardements sur la bande de Gaza, je crois. Et Jean-Christophe Buisson posait la question un peu polémique en disant c'est à se demander si Israël n'est pas en guerre contre l'ONU, parce que c'était quand même le 3e incident. Bon. Et Elisabeth Lévy, évidemment, sortie de ses gonds comme elle seule sait le faire, avec sa merveilleuse trogne de grenouille, pardon pour les remarques physiques. Lévy, c'est un troll, Lucien. Alors, j'ai aucun avis en fait sur cette brave femme. Je la lis pas. Vous l'avez jamais vue dans ses face à face avec la petite, comment s'appelle-t-elle, Clémentine Autain, par exemple? Alors en fait, j'ai plus la télé depuis des années, donc de temps en temps, oui, je vois des extraits de la télé sur Internet, donc je suis au courant un petit peu des plateaux BFM TV, voilà, bon bref, ce genre de choses. Mais je ne suis pas du tout du verbe suivre, l'actualité d'Elisabeth Lévy, du tout. Je l'ai jamais suivi. Je sais même pas exactement ce qu'elle pense. En fait, je crois qu'elle est plus ou moins sur la ligne de Finkielkraut, si j'ai bien compris. Zemmour, Finkielkraut. Elle est à mi-chemin entre Zemmour et Finkielkraut. Finkielkraut, lui, qui s'interdit toute proximité avec Zemmour, c'est sa grande crainte en ce moment, c'est d'être confondu avec lui. Bon, je crois que tout le monde avait compris qu'il y avait absolument aucun rapport. Et puis alors, Zemmour est un peu un troll aussi. Zemmour, il a beaucoup trollé la télé. Lucien, vous avez regardé beaucoup Zemmour à la télévision quand vous en aviez encore une. Qu'est-ce qu'on peut dire de Zemmour comme dans sa carrière de troll? Non, mais là, ce que je vois, c'est qu'en fait, il est passé en mode attaque, quoi. Là, c'est qu'il veut vraiment enfoncer dans le crâne des Français que la guerre civile avec les arabo-musulmans est inévitable. Donc là, c'est plus du troll, c'est plus du trollage, du trolling, je sais pas comment dire. Là, en fait, il est vraiment dans la fabrique du consentement à la guerre. C'est beaucoup plus grave. Il se contente pas en fait de perturber la communication ou de faire je sais pas comment dire ça, d'être un petit peu un agent comme ça, un peu un facteur de chaos, quoi. Non, ou alors si c'est un facteur de chaos, mais à l'étage au-dessus. C'est-à-dire que là, bon, manifestement, il a son bâton de missionnaire et voilà, il faut convaincre les Français qu'il va falloir se battre avec les musulmans. En un sens, c'est un troll. En un sens. Mais bon, c'est un troll haut de gamme quand même. Vous le savez, moi j'ai toujours dénoncé à ce micro comme au micro de MZ ce que j'appelle l'islamo-paranoïa, c'est-à-dire la recherche dans les textes du Coran, comme si on allait faire des congrès de théologie pour expliquer ce qui dans le Coran ou dans les hadiths ou dans la sira, la biographie du prophète, peut en effet être un appui à telle ou telle pratique takfiriste. Mais on a essayé, je suis pas le seul, il y en a beaucoup d'autres qui ont fait ce travail, essayer de démonter justement la fabrique du consentement à l'islamo-paranoïa. On sait quand même que l'islam posait problème, et des problèmes importants avec toutes les autres cultures avec lesquelles il rentre en relation.
On sait que partout où l'islam est en relation avec une autre ère civilisationnelle, il y a des zones de conflit. Il n'en demeure pas moins que, sans avoir jamais d'ailleurs cru à la thèse réconciliatrice, qui pour moi n'est qu'un dédoublement finalement du contrat social, on va dire républicain, qui d'ailleurs, Alain Soral ne s'en est jamais caché, était sa première inspiration. Alain Soral a changé de ton sur la question de la République et des valeurs de la République parce qu'il a creusé la question des Lumières, la question de la maçonnerie, etc. Mais enfin, il n'a pas changé fondamentalement là-dessus. C'est pas parce qu'on ne croit pas à la possibilité d'une réconciliation qu'il faut souffler sur les braises et appeler à la guerre civile ou, disons, appeler au moins à s'y préparer. Je crois qu'il faut... il y a des positions plus modérées qui consisteraient justement à désamorcer la guerre civile sans rentrer ni dans la réconciliation, d'une part, ni dans la baboucholâtrie supposée des uns ou des autres, ni de l'autre côté, par contre, faire des appels à peine masqués, en fait, à la ratonnade bien caché au Japon. Enfin, pardonnez-moi là sans citer de nom, Boris, si tu nous entends, faire des appels à la ratonnade depuis le Japon, je trouve que c'est manquer d'élégance. Voilà. Je trouve que quand on fait non seulement c'est manquer d'élégance, mais surtout c'est manquer de réalisme politique et de charité pour son prochain et son compatriote. Aujourd'hui, il est complètement dingue d'appeler à la réconciliation, comme le font certains, et comme vous le disiez, d'appeler à la ratonnade ou à la guerre civile, parce que les deux sont tout à fait désastreux. Il y a bien d'autres possibilités de s'en tirer un peu mieux que l'un ou l'autre. Les deux seraient désastreux à la fois pour les gens et à la fois pour notre civilisation. Donc, mais c'est de la folie et c'est de ça que relève le trollage, c'est-à-dire finalement où il y a plus de place à l'argumentation, à la raison et à la réflexion. C'est on dit tout ce qui nous passe par la tête. C'est du grand n'importe quoi. Alors, le terme de réconciliation, il est apparu en politique ou en géopolitique. Après la guerre civile en Algérie. C'est en fait c'est un terme. Il y a eu un précédent d'ailleurs en Afrique du Sud. Et maintenant, par exemple, il apparaît aussi en Syrie, puisque globalement, la guerre est gagnée. Effectivement, en gros, les groupes djihadistes sponsorisés par la CIA, par le Mossad, par l'Arabie Saoudite et le Qatar, et la France et l'Angleterre et un peu la Turquie. Et un peu la Turquie. Ah oui, je l'oubliais. Enfin, la Turquie là. Enfin, en fait, c'est très divisé. J'ai l'impression que Erdogan est non, c'est 50-50 là. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu mais juste, je voulais dire en fait que en gros, c'est un terme pour ainsi dire de droit international qui vise à colmater à guérir les blessures, à panser les blessures d'un pays, d'une population après une guerre civile. Je pense que, quand Alain Soral a formulé le nom de l'association Égalité et Réconciliation, donc en 2007 ou 2006, je sais plus exactement. Oui, c'était quand même après les émeutes de 2005, donc on avait déjà eu un petit épisode de cet ordre. Voilà, sachant qu'il y avait des mecs du Mossad infiltrés parmi les émeutiers, ça je le sais. C'était publié par la presse allemande. Voilà. Il y avait aussi, disons, pour faire bonne mesure, aussi des agents algériens d'ailleurs. Aussi, oui. Puis, en fait, les banlieues sont de toute façon un vrai de gruyère, quoi. Enfin, je veux dire, on s'y installe comme on veut. Entre autres, disons-le aussi, parce que il y a une matière humaine disponible pour toutes les provocations, pour toutes les haines, pour toute la francophobie, l'europhobie, la christianophobie, qui se donne libre cours, et la judéophobie aussi, qui se donne libre cours dans les écoles. On le sait, je veux dire, le rapport Aubin que Finkielkraut promène comme sa misère de plateau de télé en plateau télé depuis 10 ans. Est une réalité, reconnaissons-le. Oui, non, mais bien sûr, enfin, je veux dire, c'est les populations déracinées, etc., en fait, et qui sont façonnées et fascinées par une matrice, effectivement, qui de toute façon les rend dingues. En réalité, les banlieues, françaises, sont peuplées de sociopathes ou semi-sociopathes, et effectivement, c'est explosif.
Le terme de réconciliation, en fait, je pense que, en fait, alors j'en ai jamais parlé avec lui, on pourra peut-être lui demander un jour. Je pense qu'en fait, il s'est inspiré l'exemple algérien. Comment faire pour qu'un pays continue après une guerre civile terrible, avec des massacres dans les villages, etc., etc. Alors sans être réconciliateur au sens, je ne crois pas à la citoyenneté ni à la cohabitation de longue durée avec des millions de ressortissants de pays du Maghreb ou d'Afrique noire, je n'y crois pas. En revanche, je ne souhaite avec eux aucun conflit. Alors je ne dis pas que le conflit, comme le disent certains, n'a pas déjà commencé. Évidemment, nous avons affaire, je l'ai déjà dit 50 fois au micro de MZ, nous avons déjà affaire à un conflit de basse intensité. C'est bien certain, mais il ne s'agit pas de balancer du fioul sur les braises. Il faut, au contraire, essayer de chercher, non pas à s'accommoder ou à faire des arrangements raisonnables comme le font les Canadiens. Il s'agit évidemment de trouver des solutions politiques. Or, je crois quand même qu'on a affaire à une scène de troll qui n'est pas du tout là-dedans. Julien. Donc, pour connaître assez bien les Maghrébins de France, pour être à moitié maghrébin, voilà, donc je ne révélerai pas mon nom, mais Julien évidemment étant un pseudonyme. Les solutions, tous les avis partagés jusqu'à présent, je les partage entièrement. Il y a une solution très simple qui permet de ne pas faire de guerre civile, etc. C'est clairement de couper toutes les aides, puisque pour connaître très bien ce milieu, je sais pertinemment que du jour au lendemain, si l'on coupe toutes les aides, ces gens-là arrêteront de venir en France. Quand on se souvient de la sœur de Mohamed Merah, qui était femme isolée, 4 enfants, et qui, c'est pas de moi, c'est une information officielle même de l'État français, ils admettaient qu'elle touchait 2100 € net par mois. Tout est dit. Donc, on n'a pas besoin de faire de guerre civile, je suis entièrement d'accord avec vous. On n'a pas besoin non plus de faire une réconciliation. Il suffit de prendre des mesures simples, pragmatiques, couper les aides, sans tomber non plus dans... couper toutes les aides superflues, et je pense que tout se tarira de soi-même. Donc voilà, je viens de Singapour. À Singapour, c'est le 2e pays au monde avec le plus faible taux de natalité. Pourquoi ? Il n'y a aucune aide à la natalité à Singapour. On me rétorquera que c'est faux depuis 2 ans, qu'il y a 5 000 $, etc. Mais c'est ridicule au vu du coût de la vie dans ce pays. Et comme par hasard, les gens ne font pas d'enfants. Donc l'augmentation de l'éducation, l'augmentation de l'hédonisme, on sait tous que ça diminue le taux de natalité, mais il y a aussi l'argent. Et le jour où il n'y a plus d'aide, qu'il n'y a plus d'argent, croyez-moi, les femmes qui font 3-4 lapins d'origine maghrébine arrêteront du jour au lendemain, et quand elles seront face l'éternel retour du concret, comme dirait Monsieur Soral, c'est-à-dire pour nourrir 4 enfants avec un mari et une femme, il faut quand même 2200 € par mois en vivant très chichement, et qu'il n'y aura aucune aide et que le seul salaire du mari à 1300 € ne suffira pas, et bien il n'y aura plus 4 enfants, il y aura 1, peut-être 2 enfants, et ce sera tout. Et puis finalement ils se diront qu'en Algérie ils n'étaient pas si mal, et il y aura peut-être une rémigration de même, d'autant plus que donc pour travailler dans la finance, c'est un sujet qui n'est évoqué par personne, mais alors pas au Maghreb, c'est là aussi un argument qui me fait dire que c'est clairement des pays avec aucun avenir, mais je suis très positif sur l'Afrique noire, notamment du côté de l'Est, le Kenya, l'Éthiopie où j'ai fait une opération de merger and acquisition il y a 3 ans de ça, pour une acquisition de brasserie pour 200 millions de dollars, où clairement il y a un mouvement, il y a un essor en mouvement, et clairement, je suis positif sur l'Afrique noire, surtout donc à l'est, et puis aussi des pays comme la Côte d'Ivoire à l'ouest, etc. Et le Cameroun, pas le Nigeria, où je suis plus dubitatif. Et clairement, on pourrait assister donc des pays aussi où les nouvelles technologies, l'internet mobile, etc. Sont très prégnants. On pourrait réellement assister à une remigration, en tout cas des populations noires françaises, Montreuil, les Maliens, etc., vers l'Afrique. Concernant les Maghrébins, mais clairement, je pense que la seule solution, c'est couper
totalement les vivre, parce que je suis par contre très pessimiste sur le Maghreb, qui n'a que du naturel gaz à offrir, du pétrole à offrir, et qui sont des sociétés, quand on sait que l'Algérie est passée de 8 millions d'habitants en 1962 à aujourd'hui 38,6 millions, c'est une catastrophe. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que je pense qu'il y a une solution simple et radicale, c'est couper les aides. Après, c'est une volonté politique et une volonté du peuple. Voilà, mais dans la paix autant qu'il est possible, se défendre sa maison. On a fait ici des émissions sur ce sujet, évidemment sur le fait qu'on ait le droit de défendre sa maison, donc d'être équipé. Vous savez que nous, on s'inspire beaucoup de ce que font les Américains en cette matière. Nous sommes pour la réhabilitation aussi du droit de la propriété intégrale, c'est-à-dire que si vous mettez le pied chez moi en bris de clôture, violation de domicile, etc., que ma femme est dans la maison, que je saisis n'importe quel outil contondant, tirant, tranchant et que je mets fin à vos jours, que y ait présomption d'innocence, évidemment, présomption de légitime défense. Tout cela, nous en convenons volontiers, mais je crois que certains, comme Lelay, comme Conversano et quelques autres de cette bande, sont allés un peu plus loin et finalement sont restés dans leur esprit un peu troll. Et c'est dommage parce que ça a fait avancer personne. Et je pense que ça a dégoûté pas mal de jeunes gens finalement de s'intéresser à tout ça en se rendant compte qu'en fait ils avaient les mêmes chamailleries que dans la cour de récré. Lucien, vous aviez des remarques à faire sur des trucs avant, je crois. Oui, non, mais globalement, en fait, il y a un danger à éviter. C'est une fausse route, une voie de garage. C'est le spontanéisme armé. Alors, ça existe, le terme. En fait, en gros, c'était tous les groupes d'extrême gauche ou même d'extrême droite des années 70, totalement instrumentalisés par l'OTAN, et qui, en fait, commettaient des attentats en croyant que ça allait déclencher la révolution. Voilà, mais ça marche jamais comme ça. Donc, le spontanéisme armé, on oublie, voilà. Donc, la reconquista et la remigration, voilà, donc les deux termes qui sont sur toutes les lèvres aujourd'hui. La reconquista, elle sera institutionnelle ou elle ne sera pas, tout simplement. Parce que si on part en vrille en France, si on part en guerre civile, on aura le pouvoir contre nous. À partir de ce moment-là, c'est fini, on est mort, quoi. Je veux dire, parce que en face, on aura effectivement des groupes djihadistes comme en Syrie qui seront armés jusqu'aux dents par des puissances étrangères et même par, en fait, en gros, la judéo-maçonnerie française, disons les choses clairement, travaillant avec les puissances étrangères ou pas forcément. Et puis, donc, à partir de là, de toute façon, c'est fini. Voilà, c'est parce que la guerre civile, c'est ce que veut le pouvoir, en réalité. Donc, je rappelle que Lucien Cerise est l'auteur d'un livre, vous pouvez vous procurer, qui s'appelle Gouverner par le chaos. Il explique ça longuement. Et je crois que voilà, c'est quand même argumenté. On est loin comment disait-il tout à l'heure, Lelay, il parlait de Logoré, de Michel Drac. Là, je crois que vous pouvez lire ça, c'est nerveux. Moi, je l'ai lu il y a longtemps. Après, on peut discuter. Oui. Alors, lisez la deuxième édition, c'est-à-dire couverture blanche, 2014. Parce que j'ai rajouté une préface qui est, à mon avis, une bonne synthèse. Bref, j'arrête l'autopromotion. Donc, effectivement, couper les aides sociales pour effectivement, en quelque sorte, pousser les gens à la remigration. Juste un petit rappel, c'est quand même ce que proposait Jean-Marie Le Pen en 1974. Voilà, d'accord, mais ce n'est possible. Mais ce n'est possible qu'à la condition d'être au pouvoir. Voilà. Donc encore une fois, la reconquista et la remigration, ce sera dans les urnes où ça ne sera pas. Tout simplement. Ensuite, la seule remigration intelligente que j'ai vue dans le panel des propositions, c'est celle dont parle Laurent Ozon, c'est-à-dire ce sont des partenariats interétatiques. Il avait fait une conférence il y a, je sais plus, 1 an ou 2 avec un patron de presse marocain. C'était très intéressant. Et c'est comme ça que ça peut se faire. Sinon, ça se fera pas. Sachant que les Marocains eux-mêmes commencent à se poser la question de la remigration dans la mesure où le Sénégal monte au Maroc. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'immigrés sénégalais d'Afrique noire qui montent, qui arrivent au Maroc. Et donc, en fait, la question se pose maintenant non seulement en Europe, mais aussi en Afrique du Nord. Donc, il faut effectivement que ces questions, parce que l'immigration est un facteur de déstabilisation. George Soros le sait pertinemment. Le Bnei Brit et sa société écran, enfin son ONG écran Israël le savent également, et c'est pour ça qu'ils appuient sur ce bouton à fond. Voilà, pour déstabiliser effectivement l'Europe. Mais de toute façon, le Maghreb suivra. Inévitablement, puisque c'est un projet qui va au-delà de l'Europe de toute façon. Voilà, ça me permet de faire une remarque un peu sur ce que disait Julien tout à l'heure sur les compétences financières de George Soros. Je crois que Soros n'est pas forcément le financier qu'on dit, justement, avec l'habileté qu'on lui prête. En revanche,
il sait très bien passer d'un échiquier à l'autre, passer de l'échiquier politique à l'échiquier financier pour pouvoir faire probablement des shorts sur l'euro, par exemple, ou des choses comme ça. Je pense que c'est des choses qui mériteraient d'être examinées par un professionnel. Donc, Julien, si c'est un truc qui éventuellement t'intéresse, on pourra en rediscuter en privé, voir si oui ou non, lorsque on voit, je sais pas moi, des pics de migrants ou des événements de cet ordre, est-ce qu'on constate des inside trades ce serait intéressant de savoir, mais moi malheureusement, je n'ai pas les compétences pour le voir. Alors, on va passer rapidement à d'autres trolls, parce qu'il y en a plein. Frigide Barjour a quand même été un troll de compète en 2013-2014. Il y a eu l'affaire du Raptor Dissident qui a beaucoup agité les réseaux sociaux, beaucoup YouTube. Alors, le Raptor Dissident, c'est un des YouTubeurs qui utilise comme avatar une sorte de raptor, donc c'est une sorte de dinosaure avec des tout petits bras et une grosse tête. Ça ressemble un peu à un tyrannosaure rex, mais avec une plus petite bite. Et donc c'est un drôle de truc. Alors ça a énormément agité les réseaux sociaux. Et alors, le Raptor Dissident a été striké par YouTube, puni de Tipeee, viré de je sais plus où, encore de Facebook peut-être. Mais bon, enfin, il continue de poster des choses sur certains réseaux sociaux qui le tolèrent encore, je crois sur Snapchat ou des trucs comme ça. Et bon, c'est un mec qui évidemment, c'est un personnage, c'est très drôle. Il a beaucoup attaqué peut-être une des premières Social Justice Warrior 2.0, je veux dire vraiment la version mise à jour, quoi, 2017 ou presque. Qui était Marion Séclin sur la question du féminisme. Il a fait des vidéos assez marrantes qui ont fait vraiment le tour du net. Il a plusieurs centaines de milliers de vues, voire des millions. Alors, dans la sphère catho, il y en a un que moi je ne connais pas, mais peut-être que vous, Julien, vous pouvez en dire un mot. C'est Cause Toujours. Je pense que c'est un troll quand même. Un troll catho, on peut dire? Je pense qu'on peut le dire. En fait, Cause Toujours, c'est un mec qui est pas con du tout. Il me semble qu'il est avocat, qui a des positions assez étayées, assez argumentées, mais c'est toujours des positions extrêmement libérales et qui tiennent pas toujours la route. Et en fait, son grand cheval de bataille, c'est de taper sur les catholiques identitaires, en disant que ce n'est pas catholique, ce n'est pas charitable, etc., avec un discours qu'on peut retrouver dans certaines tendances de l'Église. Mais oui, il est là pour soutenir en fait le pire qu'on peut voir du catholicisme aujourd'hui. Bon, ça, je vous renvoie à l'émission qu'on avait fait sur la visite du pape. Alors, il y a des trolls d'extrême droite aussi. Il y en a quand même quelques-uns. Moi, j'en vois deux. Il y a Karim Ouchik et le PDF, qui sont un peu strikés d'ailleurs par une page Facebook qui s'appelle NVR, Nick Vorace, qui est pas piqué des verres, franchement, qui est très drôle. Alors, il arrive à tout le monde, je pense, de se reconnaître au moins dans un ou deux de ses posts. Donc, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller regarder ça. C'est assez marrant. Alors, c'est un peu vulgaire, hein, mais c'est assez drôle. Alors, parmi ses cibles, il y a évidemment donc Karim Ouchik, qui va partager la galette des rois avec le Parti de la France. Il s'attaque beaucoup au triso d'extrême droite. Alors, il attaque beaucoup Jérôme Bourbon, qui est pas déméritant, parce que le gars a quand même le courage de mettre sa tête, vous voyez, sur ses idées, mais bon, en même temps, entre lui et... le courage de mettre sa tête sur ses épaules. Le problème, c'est entre Jérôme Bourbon et Renoir, là, on est au complet, hein, on est au grand complet. Il manque plus que, je dirais, le baron en chef, le baron des trolls du moment. Parce que là, quand même, il nous a régalé cette fin d'année. Encore que, par moment, il a des éclairs de génie. C'est Henri de Lesquen. Voilà. Ça, c'était quand même un éclair de génie face à Aziza au tribunal. Henri de Lesquen. Mais un vrai troll de compète, lui, hein. Alors, avec un peu de travail, un peu de facture, Lucien, vous qui en vrai amateur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du style Henri de Lesquen? C'est notre maître à tous. Enfin, non, mais enfin, je veux dire, moi je l'écoute sur Radio Courtoisie tous les lundis soirs ou tous les mardis matins. Religieusement. Ah ben oui, religieusement. Oui. Non, il est insupportable. mais il est génial dans son genre. Enfin, je veux dire, en fait, il coupe la parole aux gens sans arrêt pour dire ce qu'ils pensent. Alors parfois c'est vrai. Parfois c'est pas très intelligent, il ferait mieux de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, mais en même temps je trouve que il fait toujours il y a toujours un côté humoristique mais involontaire chez lui il est jamais décevant. Voilà, c'est ça, il n'est jamais décevant. C'est-à-dire qu'il est effectivement toujours il est à l'image de lui-même. C'est-à-dire qu'il est en unité avec lui-même. C'est ça qui est fascinant, c'est le Versaillais à l'état chimiquement pur. Alors moi, ce que j'ai... Et je me reconnais aussi. J'ai un côté versaillais. Je suis pas que ça, mais je peux me reconnaître dans un certain taux, un certain pourcentage de ce qu'il dit.
Et puis ensuite, bon, après, il y a tout le côté humoristique, involontaire, le congoïde, etc. Enfin, bon, ça a marqué les esprits. Bon, mais il a quand même fait génie quand même. Il a un certain génie de la formule et de. Alors, il s'est fait lui-même troller un peu parce que je crois sa candidature en fait est le fruit d'un groupe Facebook qui était à l'origine, à mon avis, un trollage total, les jeunesses lesquinistes. Et je crois qu'en fait, il ne s'est pas aperçu que c'était un fake, c'était bidonné, bien sûr. Bon, là, Henri, c'est juste pour toi, hein. Je t'en mets quelques-unes, là, des anglicismes, juste pour le cochon, hein, pour remplir le cochon pour gaver le cochon le centime. Mais, et je crois qu'il s'est lancé dans sa campagne à la suite de ce trollage. C'est quand même un trollé, quand même. Et là, on touche au génie parce que, il est, comme vous l'avez dit, notre maître à tous. C'est-à-dire que normalement, en matière de trollage, personne ne peut le battre. Sauf peut-être, parce que là, franchement, il y a débat. Jérôme Bourbon, Vincent Renoir et Hervé Ryssen. Là, il y a débat. Non, mais je pense si vous le permettez, Monsieur K, je pense que Lesquin a une longueur d'avance sur tous ceux que vous venez de citer, qui sont pourtant extrêmement performants. C'est que Henri Lesquin, comme il ne veut même pas se décevoir lui-même, ne pourra jamais nous décevoir en termes de trollage. C'est-à-dire qu'il a un ego tellement surdimensionné qu'il n'est pas capable de nous décevoir nous, il se doit pour lui-même, pour se regarder dans la glace tous les matins, d'être au sommet de son art. Et en l'occurrence, c'est la chaîne alimentaire du troll. Et c'est vrai qu'il est très performant. Pour l'avoir vu quelques fois, il a quelques mérites, hein, Lesquin, mais il a aussi beaucoup de défauts. Je crois qu'au premier d'entre eux, on peut parler de son problème d'ego surdimensionné. Il est complètement possédé par son ego. On tape un peu vite sur Lesquin. Effectivement, c'est facile. Il a des idées très tranchées. Il a un style inimitable. Il coupe la parole à tout le monde. C'est vrai. Mais bon, on peut quand même lui reconnaître le club de l'horloge, voilà, qui fait de très bonnes choses, et voilà, de tenir tant bien que mal dans la tempête et malgré toutes les difficultés. Radio Courtoisie, qui est malgré tout la radio. Une vraie radio libre sur laquelle on peut entendre des choses intéressantes et qui changent quand même des autres radios. Oui, ça, là, on a rigolé un peu, on a plaisanté un petit peu sur Henri. C'était évidemment du deuxième degré parce que c'est vrai qu'il a plus de mérite quand même que de travers. Non, mais je suis d'accord, mais je pense qu'il y a deux Henri de Lesquin. Et là, on parlait on parlait du Henri de Lesquin troll. Qui peut vraiment présenter qui pèse dans le gain. Ouais, non, mais un jour très particulier. Il y a ensuite le Henri de Lesquin militant qui n'a jamais démérité, qui est toujours là alors qu'il est énarque, qu'il aurait pu facilement faire une belle carrière et succomber aux sirènes du système, et où ça n'a jamais été le cas. Il a fait le travail. Donc cela n'enlève rien à ce que j'ai dit avant, mais ça doit être pondéré. Et ça, je veux bien le dire et je le concède à Henri de Lesquin. Simplement, Henri de Lesquin, c'est ça, c'est toujours cette dualité. C'est le pompier pyromane. C'est-à-dire que c'est lui qui fait survivre Radio Courtoisie, mais c'est aussi lui qui met le feu au navire. Donc c'est ça le génie d'Henri de Lesquin. Oui, parce que lui, il a des choses encore à perdre, alors que des types comme Renoir ou Ryssen, je sais pas, je connais pas sa situation personnelle, mais là, c'est vraiment les mecs qui brûlent les vaisseaux. Là, c'est Cortés arrivant à Tenochtitlan, c'est magnifique. Bon, là, je dois reconnaître mon admiration. Alors après, il y a une jeune fille, on va parler d'elle maintenant parce que justement, elle a trollé Henri de Lesquin aussi. Tu vois, comme quoi il s'est fait troller 2 fois en moins de 18 mois. C'est Marie Saint-Filtre. Alors, je vous recommande parce qu'elle a fait très peu de vues. Sur ses vidéos à elle. En revanche, ça a été pas mal vu, je crois, parce que ça a été repris par d'autres. On voit une jeune fille avec un chapeau, style très versaillais, donc Marie Saint-Filtre, qui a été visiter la Manif pour tous, Nuit debout, et le procès Henri de Lesquin, où sur son style, je dois reconnaître qu'elle arrive à faire versaillaise sans être caricaturale, ce qui est quand même pas mal. Oui, elle est assez douée. Et bon, évidemment, tout à fait. Elle, c'est une social justice warrior. Ça se voit immédiatement à la fin des vidéos. Je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais enfin, je la salue parce que pour une SJW, elle est quand même très très performante. Elle a beaucoup de style, elle a beaucoup d'humour. Parfois, ça tombe un peu à plat, mais enfin, elle est encore jeune. Et puis alors, elle a trollé Lesquin en lui faisant un twerk elle lui pose une question sur la musique congoïde, et puis elle lance sur son téléphone portable une musique genre de club, quoi, un peu un coupé décalé ivoirien.
et elle lui fait un twerk en live et Henri de Lesquin lui dit non, tenez-vous bien et tout. Enfin, c'est un pur moment de bonheur, vraiment. Je vous recommande. Voilà. Alors après, il y a le rap. Alors dans le rap, j'ai parlé favorablement de ce camarade qui a lancé le rap nationaliste en France. C'est Nicolas M. Nicolas, je te salue. Dans le groupe Basique Celtos. Bon, c'était super mauvais. Hein. C'était hyper mauvais. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Il y a eu des suites. Pire. Il y a eu des suites pires. Je crois que vraiment la fausse des Mariannes, ça a quand même été Goldofaf. Hein, parce que c'était à la fois du troll et de la reprise. Donc de la reprise de mauvais groupes de rap, mais à des fins nationalistes. C'était bon là je crois que Goldo lui il a quand même Sniper est un bon groupe de rap avec un contenu à chier mais musicalement c'est un bon groupe de rap. Non, Sniper c'est super, c'est super. Alors Goldo me dit Morgan n'a pas fait que des reprises, c'est vrai, mais moi je ne connais que ça, tu vois, parce que je me suis épargné la suite. Et alors ensuite de ça, bon alors Goldo on l'a aussi connu dans la rue, c'était un vrai troll de rue, c'est-à-dire qu'il venait pourrir de temps en temps nos manifs. Monsieur K, vous êtes dur. Moi, j'ai jamais été copain particulièrement avec Goldo, mais il a, on pense qu'on veut de sa musique que moi la première m'avait fait marrer. J'étais jeune et j'avoue que j'avais bien rigolé. Moi, j'habitais à la campagne et ça. Vous avez des excuses. Ouais, non, mais je m'étais retrouvé. En plus, j'habitais pas très très loin de sa campagne à lui, donc j'avoue que moi, ça m'avait bien fait marrer. Après, la qualité artistique est à rediscuter clairement, mais sur ce que vous disiez, Goldo a quand même, en dehors de son côté troll musical, a été un vrai militant. Oui, c'est vrai. On est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est vrai que c'était un vrai militant. C'était pas forcément un de vos camarades ni un des miens, mais en tout cas, ça a été un vrai militant et qui, je pense, en a payé le tribut de ces années de militantisme et de trollage musical. Ou en tout cas de vie d'artiste. C'est certain. On a payé le tribut. Et donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà, j'en arrête là, j'ai pas d'action dans les disques et les EP de Goldofaf. C'est sûr. Alors Goldo, bon, voilà, quand même, je salue le camarade, c'est vrai, le bon militant. Mais alors depuis, il y a quand même une génération de trolls. Alors je crois que ça, c'est vraiment des bébés de Soral, par contre. Donc moi, j'aime pas. Je crois que là, il y a un petit Alain, hein, c'est un peu de ta faute quand même ce qui arrive. Il y a Amalek, Cro-Blanc. Et MC à mort. Bon, je commande pas. Hein. On aime, on n'aime pas. Des goûts et des couleurs, on discute pas. Mais c'est le mélange. Vous voyez, rap, nation. Moi, bon, voilà. Je suis peut-être un peu déjà. Je me l'esquinise. Tu vois, c'est probablement l'influence de la musique congoïde. Peut-être deux mots quand même là-dessus. Déjà, la musique est lamentable. Les paroles font saigner les yeux. Et en plus, c'est des types qui militent pour faire des vues sur YouTube en pourrissant les actions sur lesquelles ils sont. Voilà, et pour vendre leur CD, évidemment, c'est là où ils montrent un peu le bout de leur nez. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pourrissement d'une action sur Saint-Rita par Amalek, et ça, on ne l'en félicite pas parce que franchement, c'était une communication. On avait une belle victoire à l'été, et quelques jours seulement après, on a eu ce contre-buzz. C'était pas nécessaire, mais bon, après, qui se ressemble, s'assemble. Je pense qu'avec Conversano, ils pourront aller, je sais pas, aller manger des huîtres. Donc, il est encore temps. Alors, il y a d'autres trolls qui pèsent un peu plus. Hein. Il y a Eugénie Bastier. Alors ça, c'est un troll un peu d'un genre différent. D'abord, c'est le troll de sexe féminin, troll des marais, et qui, en fait, troll le travail sur les questions féminines. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle a adopté une ligne totalement misogyne en réalité. Un point de vue misogyne sur la femme, qu'elle impose en fait comme le point de vue de la droite dans son entier sur les questions féminines. Et je pense que rien que pour ça, elle mérite un Oscar ce soir. Alors après, il y en a d'autres. Il y a Electre dans un autre genre, le troll féminin. Alors là, quelqu'un, ouais, Julien. Ouais, permettez-moi un mot sur Electre. Bon. Est-ce que vous l'avez connu d'abord? Je l'ai croisé. Je ne la connais pas bibliquement. Il m'est arrivé de la rencontrer à une manifestation. Electre, elle fait de la pornographie. La pornographie, c'est les Juifs qui l'ont lancée. On sait très bien que c'est un business et de la subversion. Electre, pour aller au bout du bout de la chose, fait du porno-faf. Donc la subversion n'est pas encore allée assez loin. Là, on vise directement. Je pense que ce public-là a pas eu besoin d'Electre pour connaître la pornographie. Ah oui, non, mais j'en doute pas. Mais il y a peut-être encore un peu trop de défense de la famille, etc. Donc voilà, en plus. Alors, je crois qu'elle avait arrêté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Je suis pas du tout au courant. Moi, je souhaite qu'elle arrête. Je dirais que le seul reproche que je lui ferais, c'est d'avoir pris des positions publiques en tant que personnage public comme actrice de porno, alors que bon, c'est pas un CV, quoi. C'est pas une raison sociale. Pour le reste, elle a des idées qui sont proches des nôtres. Et je dirais que la pudeur aurait dû lui dicter soit de garder ses opinions par devers elle pour mettre en conformité sa vie avec ses opinions, donc d'arrêter le porno, soit de continuer le porno et de fermer bien sa gueule. Voilà, je veux pas te dire, je peux te dire d'autres. Alors, s'il y a quand même deux autres trolls dans un autre genre, alors il y a le genre féminin, on vient de le voir, puis il y a le genre militaire. Il y a le troll vert de gris, Julien. Oui, ben on a Picmal qui est allé Général Picmal, excusez-moi, qui est allé à Calais défendre les Calaisiens contre évidemment l'invasion et les social justice warriors. Qui a tenu la manifestation, qui s'est fait arrêter, etc., qui a fini par faire amende honorable. Et puis alors il y en a un autre, ouais. Il était de la Légion, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Voilà. Donc là, on a l'explication pourquoi il n'y aura jamais de révolution en France. Voilà. Oui. Je pense qu'on a touché un truc, un truc dont s'était occupé beaucoup la dissidence française, qui a aussi les faveurs de Nick Voras, hein, la page Facebook. C'est la question du putsch, évidemment, le putsch par le général de Légion, bien sûr, parce que il faut faire ça selon les canons définis au XVIIe, et donc là, on est à peu près fixé sur ce que peut faire en fait un général de Légion. Enfin, même si je pense qu'il y en a, Mathieu, hein, on en connaît, qui auraient peut-être d'autres dispositions, mais qui en même temps ont d'autres trucs à faire visiblement. Enfin, parce que peut-être que eux ils iraient, mais ils ont peut-être moins confiance aussi dans la troupe. Hein. Parce que c'est bien d'avoir un général de Légion pour faire un putsch, mais faut un peu plus. Hein. Alors il y a le général Tauzin, lui c'est le général. Alors lui c'est un peu un mix de deux espèces. Hein. Il est moitié frigide, moitié mili. Adrien. Bon, le général Tauzin, c'est le général hors retraite, toujours, parce que vous en verrez jamais. Le général n'est jamais hors retraite, Adrien. Il est deuxième section. Ouais, mais en retraite, ça veut dire payer à vie maintenant. C'est-à-dire qu'il a suffisamment cotisé pour maintenant être sûr qu'il va toucher sa retraite, même si, comme vous le dites, Monsieur K, il n'est jamais en retraite. Et donc, c'est à ce moment-là que le militaire découvre ses cordes vocales. Non, mais recouvre son sens politique. C'est-à-dire, bon, depuis la guerre d'Algérie, il y a plus de militaire qui fait de la politique quand il est active. J'exagère un peu parce qu'il y en a toujours eu, mais plutôt dans le rang ou les sous-off, les officiers, c'est fini. Dieu sait que j'ai quelques actions dans ce milieu-là, et pourtant, vous avez raison de souligner que en retraite, le mec, okay, alors, c'est là qu'il se réveille. Alors à compter de maintenant, il y aura des généraux en retraite en France. Voilà, donc c'est le général bon chic, bon genre, qui se réveille avec une paire de couilles au cul à 55 ans passés, et qui se voit comme un nouveau Pétain, voilà, et qui du coup émoustille un petit peu la jeunesse catho, qui trouve que Marine Le Pen est trop vulgaire, et que il est bien dommage que le vicomte ait pris sa retraite. Encore. La jeunesse Poisson, un peu. En fait, parce que le problème, c'est que c'est les mêmes militants qui sont obligés de faire les campagnes de Jean-Frédéric Poisson, du général Tauzin, probablement même de François Fillon maintenant. C'est des packages, hein. De toute façon, ils ont un autocollant de chaque, c'est tac tac tac. Sur le lit dans la chambre, c'est 1, 2, 3. C'est d'ailleurs les seuls autocollants qui collent, mais donc c'est assez vite vu, mais de toute façon, c'est à peu près les mêmes profils sur les trois. Et sur le général Tauzin, que dire? Sur le papier, c'est toujours pareil, c'est un beau papier glacé, etc. Mais dans les faits, ça vaut pas tripette, quoi. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour des trolls, à moins que quelqu'un ait un troll à suggérer. Bon, voilà, on a. Je voudrais juste présenter mes excuses à Radio Courtoisie. Non, qui est en fait, honnêtement, la seule radio écoutable en France. Voilà, la seule radio écoutable et à laquelle je paye mon obol de 40 € tous les ans. Voilà, non mais c'était évidemment une émission, vous l'aurez compris, aussi du jour de l'an. Faut pas tout prendre au premier degré. Il y avait évidemment un petit peu de vacherie pour le plaisir de tout le monde. Ah si, on en a oublié quelques-uns, mes amis. On en a oublié un. C'est un copain, alors je vais le dire. C'est Adrien Abosi. Mais Abosi, c'est un troll d'un genre très particulier. C'est un troll qui ne troll que sur un seul sujet. C'est-à-dire que sur le reste, le mec est normal. Mais dès qu'on lui parle de Pétain, le mec passe en mode troll. Il lui pousse des crocs, des poils dans le dos et des griffes, et le mec devient trollesque. Et il en fabrique.
Il a fabriqué une petite nana maintenant qui fréquente le réseau Soit Vélos, là, le truc de Conversano. Et cette nana, et donc elle s'est convertie au christianisme en écoutant les émissions, je pense, des uns et des autres, et puis en écoutant aussi les vidéos, les conférences d'Adrien Abosi, ce qui est une très bonne chose, et je m'en félicite. Mais elle est aussi devenue pétiniste, ce qui quand même en 2017 devient un peu compliqué, parce que qu'est-ce que c'est que le gaullisme sans De Gaulle? Qu'est-ce que c'est que le bonapartisme sans Bonaparte? Qu'est-ce que c'est que le pétinisme sans Pétain? Mathieu. Il y a Abosi. Et Monique Lenné. Non, mais je dis ça, Adrien, excuse-moi immédiatement, parce que Adrien est un copain, Adrien est un bon camarade, Adrien est un écrivain et un militant que je respecte beaucoup, mais c'est vrai qu'il a un côté troll, mais vous en oubliez un, Monsieur K, et je crois que c'est vous, parce que vous êtes à vos heures aussi, vous aussi, un troll. Merci Mathieu de le préciser. Non, mais je pense qu'il fallait le préciser. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, ce soir c'est une émission festive pour cette nouvelle année, et donc je pense que Monsieur K voulait parler d'un sujet qui lui est cher parce qu'il y participe un petit peu. Mais bon, on aura bien rigolé. On se réabonnera dès la semaine prochaine à des sujets peut-être un peu plus politiques et un peu différents, mais ça nous aura permis de bien rigoler et de voir le camarade Lulu qui nous a bien parlé ce soir. Et donc, merci beaucoup Merci à tous, merci à vous tous, merci Julien d'être venu depuis Singapour, depuis voilà, cette île des antipodes pour participer à cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oublie pas, si c'est ton premier soir, Combat